question de mettre le doigt dans une primaire qui pourrait aboutir, sous une forme ou sous une autre, à nous conduire à l'arrivée, à nous retrouver derrière la candidature de François Hollande ou une candidature qui porterait la même politique. Et ce choix, il est clair maintenant. Cette journée a été particulièrement riche à Aubervilliers ce samedi pour les délégués du Congrès du Parti communiste. À la veille de la clôture de leurs travaux, ils ont adopté à 71% des voix leur résolution qui fixe leur choix pour les élections de 2017. Ils ont validé l'écriture d'un pacte d'engagement commun pour unir les forces politiques et sociales et les citoyens autour d'un nouveau projet de gauche. Pour le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, c'est le rôle du Parti communiste, comme à d'autres moments importants de son histoire, d'unir les forces de gauche pour ouvrir un chemin au progrès social. Ce n'est pas gagné, mais c'est possible, a-t-il déclaré, car depuis 6 mois, le peuple de France n'a pas décidé de se résigner. Les délégués ont décidé de mettre l'accent sur les législatives en faisant un objectif central dans la campagne qui commence, sans attendre l'après-élection présidentielle. Concernant justement la présidentielle, les congressistes ont adopté le principe d'une candidature commune de la gauche non alignée sur François Hollande et Manuel Valls. À ce propos, le PCF l'a répété, il ne participera pas à une primaire avec l'un d'entre eux ou un autre représentant de leur politique. Plus largement, cette question d'une primaire a été débattue et tranchée par les congressistes qui ont décidé de ne pas fermer la porte à celle-ci ou à une autre forme de processus citoyen pour départager les différents candidats liés par un même pacte d'engagement. Dans ce pacte, le PCF avance 5 axes autour desquels il souhaite faire converger les forces de gauche. La refondation démocratique de la République, l'éradication du chômage et la sécurisation de l'emploi et de la formation, la lutte contre la finance et pour le partage des richesses, un nouveau modèle de développement industriel écologique et une refondation démocratique et sociale de l'Europe. Pour faire l'évaluation de ce processus, une conférence nationale sera convoquée le 5 novembre, lors de laquelle les communistes arrêteront définitivement leur choix pour la candidature à l'élection présidentielle. À mon avis, la bataille qu'il faut mener, si nous voulons desserrer la situation, si nous voulons sortir des pièges actuels et si nous voulons faire bouger le scénario politique, je le pense profondément, ce n'est pas gagné, c'est sûr, mais c'est jouable, c'est possible, parce que ce qui vient de se passer depuis 6 mois montre que le peuple de France n'a pas décidé de se résigner. Mais s'il n'a pas décidé de se résigner socialement, il faut aussi lui ouvrir un chemin qui n'est pas celui de la résignation au plan politique, et c'est à nous de le faire. Prendre le pouvoir, c'est une des manières de changer la vie des gens, et c'est sans doute la plus efficace, parce que si on veut faire la 6e République, la transition énergétique, ou lancer un vaste plan d'éducation contre le sexisme et contre le racisme dans les écoles, il faut à un moment être à Matignon, être à l'Élysée et être majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc la prise du pouvoir, c'est un élément déterminant. Le paradoxe qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a d'un côté une volonté de prise du pouvoir. Moi, je le ressens très fortement dans la mobilisation sociale. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passait il y a peut-être 5 ans, où dans les mouvements sociaux, on était très le pouvoir, non, on ne veut pas prendre le pouvoir, on va changer les choses de l'extérieur. Moi, je ressens très fortement aujourd'hui cette volonté, enfin en tout cas on est nombreuses et nombreux, à plus forcément être adhérents dans les partis politiques, mais à dire, nous on veut quand même à un moment prendre le pouvoir. Admettons que se dégage des primaires un candidat qui a porté, qui a soutenu la loi El Khomri, qui a soutenu la casse du Code du travail. Est-ce que vous voteriez pour lui? Excusez-moi, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver, bon sang. Qu'est-ce que c'est l'hypothèse, quand on est 85% de gauche mobilisé, de nous dire c'est celui qui a 15% qui va gagner? Comment ça peut arriver? Il va venir d'autres. Imaginez un candidat, mais même si Hollande se prêtait, moi je crois qu'il n'ira pas, mais même si Hollande se prêtait à ce jeu, il y aurait 3 millions de personnes pour venir voter contre lui. Tout le monde dirait on n'en veut pas. Il n'y a aucune chance dans des primaires qu'un candidat qui est pour la loi El Khomri passe. Aucune. Nos évadés fiscaux aiment votre pays, la Belgique. Est-ce qu'ils se portent bien, nos évadés fiscaux? Vous les voyez plus souvent que nous, peut-être? Oui, c'est ça, ils viennent souvent à Bruxelles. C'est pour ça qu'on aimerait introduire un impôt sur la fortune en Belgique, de manière à être solidaire avec vous, comme ça on vous les renvoie, quoi. Donc voilà, c'est un peu notre but, et on espère bien que la Belgique imposera les fortunes dans les années à venir. Vous êtes sénateur du Nord et vous avez été le rapporteur de différentes commissions d'enquête sur l'évasion fiscale. C'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous expliquez, vous démontrez, vous tempêtez depuis des années pour nous dire que si l'évasion fiscale n'existait pas, le déficit de la France n'existerait pas non plus. C'est ce que vous appelez l'argent d'un monde meilleur existe. La question, c'est comment fait-on pour aller le chercher? Alors, on a fait des propositions, bien sûr, dans ces commissions d'enquête, parce qu'au-delà de l'analyse, de l'état des lieux, on fait bien sûr des propositions. On en a formulé 95, précisément. En fait, il y a 2 axes prioritaires. Le premier axe, c'est la transparence.
Il faut tuer l'opacité. Les paradis fiscaux, c'est le monde idéal de l'opacité. Il faut par exemple créer un fichier des comptes bancaires européens. Il existe en France le fichier des comptes bancaires, le FICOBA. Eh bien, il faut généraliser ça à l'ensemble de l'Union européenne. Par exemple, commençons à l'échelon européen. Il faut également créer un registre sur les trusts. Les trusts, c'est par excellence l'outil de l'opacité pour cacher des avoirs, des tableaux, des lingots, des yachts. On y met ce qu'on veut. À Jersey, par exemple, il faut instituer, obliger le registre des trusts, par exemple. Après, le deuxième axe, c'est bien sûr travailler à l'harmonisation fiscale, parce que le monde permet l'évasion fiscale, parce qu'il y a une concurrence fiscale terrible entre tous les États, y compris au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, il y a aussi des paradis fiscaux, on le sait, qui ne sont pas forcément membres de l'Union, mais qui sont des paradis fiscaux. On peut citer Andorre, on peut citer Monaco, on peut citer le Liechtenstein, Jersey à nos portes, 40 km du Cotentin, Jersey. Voilà, il faut absolument s'attaquer à tout ça, arrêter le discours hypocrite. Troisième axe, une vraie volonté politique, unanime, mais au-delà des discours, parce que dans les discours aujourd'hui, tout le monde prétend combattre l'évasion fiscale en décrétant la fin, etc., etc. Mais on est dans l'hypocrisie. Et le quatrième axe, il faut absolument cloisonner le monde politique et le monde de la finance. Aujourd'hui, les passerelles sont trop nombreuses. On voit les uns passer dans le domaine de l'autre et réciproquement, ça ne peut pas aller. On en est où de l'actualité des raffineries donc en Loire-Atlantique? Alors, les raffineries à Donges, la raffinerie de Donges est toujours en grève, donc elle ne fonctionne pas. Les syndicalistes ont voté une grève illimitée. Hein, donc pour le moment, je ne peux pas dire jusqu'à quand ça va durer, j'espère le plus longtemps possible, en sachant qu'une grève c'est difficile, ça a des conséquences importantes pour les grévistes, notamment financières. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de fatigue sur place, on le sait, mais dans tous les cas on les soutient, on espère qu'ils vont pouvoir tenir encore le plus longtemps possible jusqu'au retrait de la loi El Khomri. La Loire-Atlantique, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi des chantiers de Saint-Nazaire qui sont en train de revivre. Oui. Grâce à des commandes importantes. Il y a des revendications à propos de ces commandes. Est-ce qu'on a assez de bras pour les construire? Est-ce qu'on n'a pas peur de la sous-traitance? Bref, comment ça se passe à Saint-Nazaire? Si, il y a une réelle inquiétude. D'abord, il y a un plaisir et une satisfaction de voir des chantiers qui revivent, effectivement, puisque le carnet de commandes, maintenant, il va être plein pour 7 ou 8 ans. Maintenant, les chantiers ont licencié des milliers de personnes depuis des années. Avec un carnet de commandes, on pourrait imaginer qu'il va y avoir de l'embauche, mais on s'aperçoit que dans le système économique dans lequel on vit, le capitalisme, il privilégie effectivement la sous-traitance et il privilégie aussi le recours aux travailleurs détachés. Voilà, hein, donc pour toujours diminuer les coûts de production. Donc on est toujours à la même bataille, hein, coût du travail, coût du capital. Et voilà, on souhaite évidemment qu'au chantier, permettre la mobilisation des salariés, permettre des embauches, des meilleures conditions de travail, parce qu'il faut savoir que les travailleurs détachés vivent parfois dans des conditions dramatiques. Ils travaillent 60 heures par semaine, sous-payés, ils sont mal logés. Donc on espère qu'effectivement, de toute façon, il faudra bien bouger les politiques européennes pour arrêter cette course à l'économie sur la vie humaine, quoi. Donc, voilà. On a appris ce matin ou hier que le MEDEF bloquait les négociations. Quelle est votre réaction ? En fait, depuis le 30 mai, le MEDEF, et pas seulement, hein, malheureusement une partie de confédération syndicale emmenée par la CFDT, font la fine bouche, font les mauvais joueurs par rapport au fait qu'on a signé un accord assurance chômage pour les intermittents du spectacle le 28 avril, qu'ils rechignent à mettre en œuvre. Donc nous allons tout faire pour dire que c'est notre accord, que c'est un bon accord, qu'on a bien l'intention de profiter de cet accord et de le pouvoir mettre en œuvre en juillet. Et donc le gouvernement, le Premier ministre, la ministre de la Culture ont dit que c'était un bon accord. On se tourne vers eux et on leur dit pour une fois qu'on est d'accord avec eux, avec vous, cet accord doit entrer en vigueur cet été sans attendre et sans en enlever une seule virgule. Alors, ce qui est un peu étonnant et un peu ironique, c'est qu'on fustige tout le temps la CGT pour être dans une stratégie soi-disant de blocage, etc. Là, pour une fois, c'est pas la CGT qui bloque. Et parce que la CGT, que ce soit dans la CGT spectacle ou la CGT en général, elle signe des bons accords, des accords quand ils sont bons pour les salariés.